けたいギリギリの勝負で Get to life 時間はそんなにないぜそれが Start away I want this only 探し求めるあの黄色の光の中で誰かを傷つけて自分も傷ついてだけど終わらずにただ追い求め何も見えてないけれど I why きっとこのままの pain trans continue Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. L'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview voilà, d'un combat qui est très cher, d'un événement dans son ensemble qui est très cher à mon cœur. Kenshiro Teraji contre Seigo Yuri Akui. Et pour la première fois dans une de mes previews, j'ai un invité, Louis Geoffrey. Salut Louis Geoffrey, comment ça va? Salut, ça va? Et toi, ça va aussi? Vu le Ça combat va qui arrive, très bien. Vu le combat qui arrive, effectivement, je ne peux que aller bien. Voilà. Et donc, Louis, pour un peu rapidement te présenter aux quelques-uns qui peuvent suivre cette vidéo qui ne te connaissent pas, est-ce que je résume bien ta chaîne en 3 éléments? Gros focus sur Vas-y. l'histoire, très attiré par les petites divisions et ayant une grande affection pour les boxeurs asiatiques. Est-ce que je résume bien Je avec pense que tu as tout résumé. Je pense que tu as tout résumé. J'aime bien les vieux et j'aime bien les petits, globalement. Ça résume. C'est bien résumé. Et donc, voilà, les gars, si vous aimez le contenu de ma chaîne, je pense que ma chaîne peut aussi être résumée par ces 3 éléments. Donc, foncez sur la chaîne de Louis, ça vaut vraiment le coup. Merci Et donc, beaucoup. Merci beaucoup. Louis, pourquoi je t'ai invité pour cette occasion, c'est parce que Kenshiro Teraji, nous sommes tous les deux de très grands fans de ce boxeur. On en a un peu parlé en privé. Donc voilà. Et du coup, avant de lancer la partie preview, quelle a été ta première pensée quand tu as vu l'annonce de ce combat-là? Et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat-là? Le combat en lui-même ou les autres combats de la carte aussi? La carte Non, en soi. juste ce combat-là pour le coup. C'était un combat dont j'attendais beaucoup l'officialisation. J'avais vu des rumeurs de couloirs passer, comme quoi il y aurait une unification entre Akui et Teraji. Et je me disais que si c'était le cas, ce serait vraiment super. À la fois parce que ça représente un gros combat dans la division des mouches aujourd'hui, qui vivote un peu, en vrai, je trouve, depuis le combat Bam Edwards. Notamment parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail. Des unifications inter-japonais, c'est très rare. Et ça va être la 3e de l'histoire seulement, donc c'est vraiment tout rare. Dont la 2e fait par Teraji. Et voilà, quoi, c'est un combat qui est très hypant, qui vraiment peut relancer une division. Notamment également sur les perspectives qu'elle ouvre, parce qu'on va le voir après, mais tous les autres champions, ils ont des intérêts avec Teraji. Donc c'est un combat qui peut annoncer vraiment beaucoup de bons. Et en plus, c'est entre 2 boxeurs que j'aime bien, surtout un plus que l'autre, mais j'aime bien aussi Akui. Voilà. Et donc, justement, peut-être pour lancer un peu la présentation des deux, étant donné que je pense que Seigo Yuri Akui est quand même moins connu par chez nous que Teraji, est-ce que tu pourrais nous présenter ce boxeur? Ouais, Seigo Yuri Akui, c'est un champion WBA des mouches, qui est champion depuis quoi? Depuis un peu plus d'1 an maintenant? Ouais, il a été champion en janvier 2024. Février, oui, janvier, effectivement. Face à Arthur Palais. Tout à fait. Qui était un champion de très 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 longue date. Dans un combat, il me semble que certains ont vu assez disputé. Moi j'avais Akui gagnant, mais je sais que certains voyaient Dalaken devant. Et là, depuis 1 an, il fait des défenses de titre. En vrai, assez régulièrement. Je sais plus, il en a fait 2, 3. Une en mai, undercard de Inoue Neri, et l'autre sur le gros événement sur 2 nuits. Et en undercard de Inoue Tsutsumi, sur le gros événement sur 2 nuits. Et globalement, ce que je pense de lui, alors quand on regarde un peu son palmarès, on retrouve des beaux noms en fait assez tôt dans sa carrière. On retrouve notamment Nakatani et Yabuki, dont on reparlera peut-être de Yabuki parce qu'il va avoir un peu un rôle à jouer dans l'échiquier des mouches. Ce qui est assez marrant, mais ce qui quelque part est très en cohérence avec le fait que les Japonais s'affrontent dès le début très tôt, enfin ils mettent vraiment leurs meilleurs espoirs ensemble. Donc on le retrouve encore une fois ici. Il a perdu contre Nakatani et gagné contre Yabuki. Et puis derrière, donc, il arrive un peu à ce titre de champion du monde. Pour le moment, il n'a pas eu, je trouve, les meilleures défenses de titre. C'était 2 bons adversaires, mais c'était pas 2 extrêmement gros noms des mouches.
Et après, je sais pas si tu veux un peu parler de son style de boxe en soi, de comment est-ce qu'on voit le combat. Ben, ouais, moi j'ai mes notes, donc comment est-ce que toi tu définirais son style? Je trouve que c'est un boxeur qui a des très bons fondamentaux, mais je pense qu'il va avoir des soucis contre Telaji. Peut-être parce qu'il est un peu trop prévisible et qu'il y a des choses qui. En fait, je pense que son footwork va beaucoup. Enfin, son jeu de jambes va beaucoup le limiter dans ce combat. Mais sinon, c'est un type qui a tendance à mettre la pression, de ce que je trouve, qui avance avec des mains assez hautes, derrière un jab, et puis il essaie de te coincer sur les cordes, et puis il travaille direct crochet. Et il fait ça un peu tout le combat, quoi. Je trouve que c'est, Effectivement. Ouais, bah, moi, le premier élément que j'ai noté sur le style de Akui, la pression. Il a une Ouais. pression de tous les instants, constamment, constamment, constamment. Il te met sous pression à chaque instant du combat. C'est assez impressionnant. Et le truc, c'est que il a beau avoir une pression d'enfer sur tout le combat, il est très durable. Il peut maintenir cette pression sur 12 rounds. Il n'y a pas de souci. Je trouve qu'il a vraiment une grosse physicality pour les flyweight. Ouais, c'est vrai. Il a pas un physique extrêmement impressionnant comme ça, mais quand tu vois les phases de clinch, les phases au corps à corps, je trouve qu'il a une force qui n'est pas. Clairement. Je pense que son ratio poids-puissance est plus haute que la moyenne. J'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que donne Je suis d'accord. euh, effectivement, il a plutôt un bon jab. C'est pas du tout le meilleur de la division, mais il est efficace. C'est un gars qui est très fort pour gagner les échanges. Il est comme il est tout le temps sous pression, il est très souvent dans des situations d'échange et il est très très fort pour gagner les échanges, pour mettre les derniers coups dans les échanges, pour mettre les coups les plus, pour mettre le plus de coups dans chaque échange. Donc généralement, il les remporte. Il a une shot selection assez intéressante. Voilà, c'est pareil. Je trouve pas que ce soit la meilleure, mais il a vraiment une bonne shot selection. Par contre, dans ses faiblesses, j'en ai noté quand même pas mal. Il est très sujet au jab. Un bon jab, Ouais. souvent Bah, ça le gêne beaucoup. il décale assez peu et je trouve qu'il a du mal à. Enfin, en tout cas, je l'ai peu vu vraiment bien gérer les jabs avec des paris, avec des décalages. Ouais, Je trouve qu'il les effectivement. prend. Face à Dalakan, ça avait très très bien fonctionné. Face à son dernier adversaire, le Thaïlandais, donc je vais éviter d'essayer je vais essayer de prononcer le nom. Karun Éviter de Fak. prononcer. Ouais, je vais pas m'y aventurer. Ne Mais m'essayons voilà, pas. très très sujet au jab, très sujet au contre. Ouais, il y en a, enfin, généralement, comme il met une très grosse pression tous les instants, au bout d'un moment, ses adversaires ont plus le temps, ont plus le timing pour le contrer. Donc au bout d'un moment, ça diminue un peu, mais il est très sujet au contre. Et alors, autant il a la garde haute relativement efficace. Pareil, c'est pas la meilleure, mais c'est relativement efficace. Par contre, sa middle zone, elle est exposée de ouf. Et vraiment, tu peux envoyer n'importe quel coup au corps, tu es sûr qu'il va toucher. Comme tu l'as dit, son footwork qui est pas excellent, mais surtout, moi, ce qui me choque, c'est son ring cutting. Pour un gars qui est tout le temps en pression, il a un très 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 mauvais ring cutting à mon sens. Alors, il est plutôt face à de bons movers sur les combats que j'ai revus. Voilà, Dalakian et ses deux défenses de titre, ce sont des gars qui ont un bon Tout à footwork. fait. Mais malgré tout, pour un gars qui arrive autant à les mettre sous pression, à les faire reculer, pas réussir à les bloquer dans les cordes ou dans les coins, c'est quand même assez assez important. Il est aussi gêné par les combinaisons, généralement, et c'est aussi ce qui a porté défaut à Dalakan, surtout, parce que Dalakan, il avait une bonne précision, sauf que il n'arrivait pas à combiner, et quand il combinait, ses combinaisons étaient vraiment mal construites, alors qu'à QI, généralement, quand on combine bien, eh ben, il est vraiment, vraiment gêné. Moins Mais il bon se cache pour un peu moi, derrière sa garde et il a du mal à vraiment. Ouais, j'ai l'impression. c'est ça. Il Et a donc, passé le coup, quoi. généralement, en fait, et aussi, généralement, quand il combine, il désengage de l'action. Et quand il désengage, quand il recule, je le trouve vraiment, vraiment pas bon. Pareil, ouais. Enfin, il a pas un excellent jeu de contre, je trouve. Ouais, il a pas un excellent jeu de contre, c'est ça. Et sous pression, je pense pas qu'il serait vraiment bon. Et le dernier point, et que j'ai noté dans ses faiblesses, c'est que je trouve qu'il a un manque d'impact dans ses frappes. Je trouve qu'il a un déficit de puissance. Il impacte peu ses adversaires. Autant il arrive à mettre des frappes, des clean shots, autant il arrive pas vraiment à faire mal à ses adversaires par sa puissance de frappe. Autant par Ce sa qui est assez physicalité impressionnant. et sa pression. Ce qui est assez impressionnant là-dessus, j'ai pas pu trouver beaucoup d'images de ses combats de début de carrière, mais si tu regardes un peu au début, il mettait que des décisions. Après, il a eu une sorte de série de KO premier round, et puis il est retourné à des décisions. Et je trouve ça assez bizarre, le fait qu'on ait vraiment juste une période de KO. Et c'est vrai qu'en effet, ça s'est vu notamment sur Défense de titre, où il mettait des bons coups, mais vu le nombre de coups qu'il mettait, vu la pression qu'il mettait, on a tendance à attendre des boxeurs comme ça qui mettent vraiment plus de punch pour qu'ils aillent chercher les KO, et pas juste des victoires au point parce qu'ils gagnent les rounds par la pression. Effectivement. C'est vrai que Et ça, d'autant c'est que blessant. sa mécanique de frappe, elle est aboutie, quoi. Autant ce serait sur un gars qui a une mauvaise mécanique de frappe, qui n'arrive pas à mettre la maximum de puissance dans ses frappes, ce serait logique. Mais
sa mécanique de frappe est vraiment aboutie, donc c'est d'autant plus surprenant de ce point-là. Et le dernier élément, qui est plus un point d'interrogation, mais je me pose des questions sur son menton. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit si bon encaisseur que ça. Enfin, ses 3 derniers combats, c'est pas face au plus gros puncher de la division. Et il y a eu des moments où il a vraiment été mis en difficulté, notamment, je crois que c'est à la fin du 10e round, à la toute fin du 10e round, il se fait connecter par un jab de Dalakian face à Dalakian. À la fin du 10e round, il se fait connecter et il fait un peu la chicken dance. Alors, il a un mauvais placement aussi, c'est aussi à noter, mais j'ai des doutes sur son menton, personnellement. J'ai aussi des doutes. Il me semble que c'était dans la défense de titre qu'il fait contre Kuwahala. J'ai plus le round exact, mais je crois qu'il y a un moment où il mange un peu, il se met à reculer, et on voit qu'il est pas très bien. Et c'est je sais pas, une minute où il recule un peu, c'est vraiment lui qui défend, et on voit qu'il est pas méga bon en reculant non plus. Mais et en effet, ouais, je suis pas sûr qu'il encaisse vraiment si bien que ça des gros coups. Effectivement. Voilà. Et donc, Teladji, pour passer à Kenshiro Teladji, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? Bon, déjà, il est toujours pas dans le top 10 pound for pound, donc il y a peut-être vraiment encore des gens. Et c'est un scandale. Mais bon, d'une part, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de le présenter à nos genres de communauté. Mais d'autre part, faudrait 2 heures juste pour arriver à pourquoi ce combattant mérite à ce point d'être dans le top 10 pound for pound. Non, pour y aller très vite, c'est un des plus grands light flyweight de l'histoire. Un second run légendaire de bout en bout, des combats de fou face à une bonne adversité, face à une très bonne adversité dans l'ensemble. Il est monté en flyweight il y a très peu de temps. Son dernier combat, c'était son combat d'entrée en flyweight pour la ceinture vacante de WBC face à Christopher Rosales, qui est vraiment pas un profil facile. C'est vraiment un bourbier comme c'est pas permis. Et il est énorme physiquement, ça m'a tellement impressionné. Ouais, il est gigantesque. Il est très fin pour la division, mais il est très 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 grand. Il est très vif de bras. Il y a eu une petite alerte au 4e round, sur la dernière minute du 4e round, mais sinon Teladji était dans la zone. Il était au-dessus techniquement, il était au-dessus physiquement. Voilà. Dans tous les domaines, il était meilleur que Rosales et il a fini par le faire arrêter au tout début du 11e round. Il lui a pété le nez. Éclater le nez, c'était vraiment impressionnant. Et du coup, comment est-ce que tu définirais le style de Teladji? Je trouve que, alors comme tu l'as dit, c'est vraiment un excellent boxeur. Et je pense que c'est un type qui, je sais pas à quel point tu seras d'accord, peut tromper sur la qualité de ses fondamentaux. Parce que je vois beaucoup de gens, et notamment beaucoup dans les écoles françaises de boxe, où des bons fondamentaux, c'est une garde haute, un bon jab bien en ligne, et puis c'est tout. Et Teladji, quand on regarde, il a un style qui est très aérien, très bon footwork, et un bras qui est assez bas. Et en fait, je trouve que c'est un type qui pourrait gagner énormément de ses combats juste avec son jab et son footwork. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à Akui, il a notamment un jeu de jambes qui est très rapide. Il se déplace vraiment vite sur le ring, ce qui manque un peu à Akui. Et voilà, très bon jab, il a une très très bonne droite en ligne, il a un très très bon crochet, très très bonne uppercut arrière. Et j'entends même beaucoup de gens dire qu'il a une défense qui est pas top. Et encore une fois, je suis pas tant d'accord que ça, parce que c'est un type qui aime beaucoup aller à l'échange et qui se découvre à l'intérieur, parce qu'il a pas une excellente garde haute. Mais en parallèle, on l'a vu contre Rosales, il est resté à l'extérieur et il a battu au jab et sans prendre trop de coups un mec qui était, comme tu l'as dit, assez vif de bras et qui avait en plus une allonge qui, alors j'ai plus les valeurs exactes, mais il me semble qu'il avait une allonge qui était bien meilleure que la sienne. Donc je trouve qu'en fait c'est un type qui boxe très bien, plutôt outfighter, mais qui aime vraiment aller à l'intérieur et envoyer des combinaisons, et qui a du punch aussi. Ça s'est vu un peu en fly, ça s'est vu en light fly, c'est un type qui a du punch. Son bras droit et faut pas se le prendre quoi. Effectivement. Donc moi, ouais, mais bon, pareil, je suis un grand fan de Teladji. Il m'a fallu du temps pour vraiment adorer le style de Teladji, mais maintenant c'est acté. Je suis définitivement à tout jamais dans le hype train de Teladji. Mais ce qui me marque vraiment chez Teladji, c'est son contrôle du combat, son contrôle de la distance, son contrôle du rythme, son contrôle de l'espace du ring sont incroyables. Tu l'as dit, son footwork, c'est un des meilleurs pound for pound et de très très loin. Son in and out, c'est le meilleur avec celui de Inoue et de Bivol, et de Usyk dans un style assez différent. Ses déplacements latéraux sont excellents ici et également. Ils sont très complémentaires à son mouvement de in and out. Son jab, pareil, avec Inoue, Bivol et Usyk, c'est le meilleur pound for pound. Et comme tu l'as dit, il pourrait complètement dominer le combat, rien qu'avec son footwork et son jab qui sont d'école. Ce qui presque ferait peut-être du coup des combats un peu chiants, et on voit que c'est pas la mentalité de Teladji ou de la japonaise de faire des combats de jab. Je sais pas, je pense à des gens comme Virgil Hill qui est resté derrière des jabs, il pourrait faire ça, il le fait pas. Ce qui fait qu'il fait des combats de fou à chaque fois, mais bon. C'est exactement ça. Mais voilà, son jab est grandiose, son 1-2 est d'école. Et en fait, au final, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Naoya Inoue au final.
En fait, ce qui différencie beaucoup, c'est la mécanique de mouvement. Que ce soit dans son footwork ou dans sa mécanique de frappe, c'est très différent de Inoue, mais dans la philosophie, dans la façon d'approcher le combat, c'est vraiment très très Je suis assez semblable. d'accord. Il Inoue, je pense, a combine, des meilleurs mouvements de tête et travaille un peu mieux au corps aussi que Telaji. effectivement, Mais je vais, sinon, ouais, je vais y venir. ah, Mais tu vas y voilà, venir. il combine assez peu, mais ses combinaisons sont vraiment excellentes. Quand il combine salement, vraiment salement. Euh, je trouve pas qu'il a. En fait, c'est assez marrant à noter parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un vraiment sur lequel je me fais la réflexion. Sa vitesse d'exécution est dans l'absolu pas exceptionnelle. Mais en fait, je trouve qu'il a une telle confiance dans sa mécanique de frappe, une telle confiance dans son timing, qu'au final, ça rajoute 1 ou 2% à sa vitesse de mouvement originelle. En fait, sa vitesse de base est un peu augmentée par son immense confiance en lui. C'est un gars qui est très très précis. Il envoie assez peu de déchets, il envoie assez peu de coups dans le vent. Il a un gros menton, vraiment très gros Ouais. menton. Alors, Et ouais. même quand il est salement touché, il garde une lucidité très impressionnante. Et là, les Voilà, jambes lui servent beaucoup aussi. effectivement, il est très durable. Il peut tenir 12 rounds à une intensité folle. Ça lui pose pas de problème. Son combat qui aurait dû être le combat de l'année 2024 face à Canizales est là pour le démontrer. Et sa puissance, comme tu l'as dit, il fait très très mal. Et en fait, c'est vraiment une puissance sharp. Le mec, il a des rasoirs à la place des poings. C'est vraiment impressionnant. Et dans ces quelques défaites, eh ben, en fait, j'ai noté sa défense personnellement parce que sa défense et sa distance. Tu l'as dit. En fait, ouais, 85% de sa défense repose sur sa distance. Quand tu casses un peu la distance ou quand il reste un peu à mi-distance, ses mouvements de tête sont pas optimales. Sa garde, je trouve qu'il a une bonne garde au niveau du corps pour le coup, mais c'est vraiment pas une très bonne garde. Il a pas vraiment de parade chassée, mais voilà, sa défense. Et en fait, surtout, ce qui me choque, enfin, ouais, ce qui m'a surpris quand j'ai revu ces combats-là, c'est qu'il n'a pas une très bonne défense dans l'absolu, mais surtout, il est très sujet aux remises. Quand un adversaire remise bien face à lui, il se prend tous les coups dans le buffet. C'est vraiment très très dangereux. Bah, il reste en ligne pendant un moment, quoi. Donc, Effectivement. donc, Et comme il tu n'a prends pas une souvent. très bonne défense, il y a ce petit moment où il doit reset. Il y a ce moment-là où il peut se prendre des coups. Masamichi Yabuki l'avait très bien exploité dans leur premier combat. Carlos Tout à fait. Canizales aussi l'a un peu exploité. La séquence du quatrième round face à Christopher Rosales où il est un peu touché, c'est une séquence un peu comme ça. Ouais, il y en a plus d'un qui. Même Antonio Olascoaga l'a bien touché avec ça aussi. Donc c'est vraiment à noter. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ces faiblesses. Le Peut-être juste, menton, ouais. Ah oui, vas-y, pardon. Vas-y. ouais, non, juste, en fait, c'est une petite approximation. Son corps, il a plutôt une bonne défense au corps sur les flancs, mais toute la section du plexus, vraiment en ligne, elle est vraiment exposée. Et un bon jab au corps, je pense que ça peut bien fonctionner face à Telaji. En fait, il a des Voilà. mains qui sont assez larges et assez basses. Du coup, ouais, pour le coup, ça protège bien les flancs, notamment avec les coudes et les avant-bras. Mais forcément, c'est un peu bas et c'est pas très au milieu, quoi. Ouais. Mais je voulais revenir par contre sur son menton, sur le fait qu'il prenait beaucoup de coups. C'est un truc qu'il a dit, notamment après son combat contre Canizales. Je prends trop de coups, c'est pas bien, j'ai envie d'arrêter ça. On l'a vu, je crois, il avait le nez qui était tout boursouflé. Enfin, il y a une photo de lui sur Insta qui traîne où il a le visage qui est Ouais. complètement pété. Les Et, yeux étaient bien touchés face à ouais. Canizales. Mais il a dit qu'il avait la volonté, en tout cas pour Rosales, de prendre un peu moins de coups. Je sais pas si ça sera pareil pour Akui. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un type qui aime l'échange, qui aime se prendre des coups, qui aime donner des coups. Et du coup, ça fait qu'il mange énormément dans ses combats, à la fois un peu par style. Mais malgré tout, il arrive à tenir parce qu'il a un très bon menton. Et on l'a vu contre Yabuki. Où, pour rappeler, je ne sais pas trop à quel point tous les spectateurs voient bien qui est Yabuki, mais c'est un type qui a 16 KO en 17 combats, enfin 17 victoires. Et c'est l'un des plus gros punchers qu'on ait vu dans les petites divisions. Il a arrêté Telaji, mais il l'a pas arrêté en le mettant à terre. Il l'a arrêté parce qu'il lui mettait un bouillon dans les cordes et que Telaji Justement, était dans les cordes. j'ai une question. Early stoppage Ouais. ou pas? En vrai, compliqué. Hein. Je suis plutôt partisan du early stoppage pour une seule raison. C'était à 2 secondes de la fin du round. Et en fait, le truc, c'est que, ouais, Telaji, je le trouvais encore un minimum lucide. Il était touché, il était vraiment pas bien. Mais je le trouvais un minimum lucide. Et le truc, c'est que Yabuki, ses frappes, elles n'avaient aucun impact. À la fin du 10e round, il frappait beaucoup dans les gants. Beaucoup dans les gants, mais surtout, mais même quand il touchait au visage, il y avait 0 impact. Vraiment. Et du coup, et surtout, moi, ce qui me marque dans ce combat-là, c'est que le momentum était complètement du côté de Telaji à ce moment-là. Il y a eu un petit revirement à 16 secondes avec un gros liver shot de Yabuki qui fait vraiment mal à Telaji, mais le 10e round,
c'est presque de l'ordre du 18 pour Telaji. Donc moi, Quasiment, tout à fait. je suis convaincu qu'il y aurait eu un 11e round, Telaji aurait gagné. J'en suis convaincu. Honnêtement, ça se défend. Je sais pas s'il aurait gagné par KO au 11e ou whatever, mais c'est vrai qu'on peut vraiment défendre que. Enfin, le truc, c'est qu'Ibuki fait un excellent milieu de combat en mettant vraiment Telaji en difficulté, et Telaji est en train vraiment de reprendre Notamment les sur rênes le du combat. timing. Je tiens à noter. Notamment sur le timing. Donc c'est vrai qu'on peut. Après, moi j'aime beaucoup Ibuki, donc j'ai pas trop Pareil. contesté la défaite parce que ça me faisait plaisir de le voir enfin atteindre un peu une consécration. Mais on peut vraiment défendre le fait qu'en effet, il n'était pas touché au point d'arrêter le combat. Mais, et finalement, est-ce qu'on l'a vraiment vu? On l'a déjà vu à terre, ceci dit, notamment contre Canizales. Et même à ce moment-là, c'est surtout l'ascenseur qui fait. Il se C'est un relève assez flash vite, il est knockdown. pas Hein. si touché que ça. En fait, le gant touche le sol, mais il tombe pas. C'est ça. Et sinon, la deux têtes, j'avoue que j'ai pas de. Je vois pas dans quel combat il est vraiment allé au sol. Ah, Kyoguchi, il est pas tombé à terre aussi? Ou je me trompe? Oui, non, juste il a pris un mauvais Non. coup au round de Bah, 5 alors, ouais, effectivement, Il y a il une y a bonne séquence de un moment où Kyoguchi a vraiment un gros momentum. Mais justement, c'est Kyoguchi qui va au sol en début de 5e round. Et Telaji, à la fin du 5e round, sur les toutes dernières secondes du 5e round, il envoie un cross-counter monstrueux. Kyoguchi l'accroche et ils vont tous les deux à terre. Mais si ça s'accroche pas, c'est un deuxième knockdown pour Kyoguchi. Donc, ouais, de toute façon, bon, ça n'aura pas duré bien longtemps de plus. Mais... Et d'ailleurs, je trouve que l'excellente fondamentaux de Telaji, c'est un truc qu'on a surtout vu contre Kyoguchi. Où on a Kyoguchi qui représente du coup beaucoup plus cette boxe, alors, soi-disant fondamentale, avec une garde haute, un footwork un peu clean de j'avance quand j'ai un jab et machin. Très académique, au fond, c'est ça le terme que je cherche, merci. Et en fait, on a vu que c'était pas forcément très efficace contre un type qui bouge bien, qui a un bon jab, qui arrive un peu en dessous pour percer la garde, et puis qui met un bon under en ligne, quoi. Et sur un 2, il a bousillé Kyoguchi. Donc, bon, c'était quand même un sacré combat. Le 5e round, j'en démords pas, c'est le round de l'année 2022. C'était un très bon combat, et c'était seulement la deuxième fois qu'on avait une unification entre des Japonais. Et là, Telaji qui nous sort la 3e. Je sais quand même un truc de dingue. Est-ce qu'on peut parler de ce monsieur? Alors qui certes, je sais, pendant très longtemps, il y a eu des soucis parce que je suis quasiment sûr que les Japonais n'avaient pas le droit d'unifier entre eux. Jusqu'à 2011, un truc comme ça. Le premier, il arrive 2012, c'est Yaegashi Yoka. Et il n'y en a pas eu d'autres depuis, à part Telaji Kyoguchi. Et 2-3 ans plus tard, il nous en remet un. C'est quand même un peu un truc de dingue. C'est... Bon, je sais pas trop à quel point. Il faudrait que je me renseigne un peu plus sur comment les Japonais perçoivent Telaji. Parce que je sais qu'Inoue, c'est une superstar. Et je sais que Nakatani, c'est le numéro 3. Je sais pas trop comment est Telaji. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui vient compléter ce Fabulous Four. J'ai l'impression. Avec Nasukawa, Inoue et Nakatani. Ah oui, c'est vrai. Enfin, Nasukawa, en fait, je le rentre pas encore dans cette. Ouais, je le rentre pas encore dans ce Fabulous Four. En fait, moi, je rentre Nakatani et les deux frères Inoue. Parce que Takuma aussi, c'est aussi une immense star. Et en fait, ouais, Nasukawa, c'est vrai que j'y pense pas vraiment parce qu'il est pas vraiment encore au niveau mondial, à proprement parler. Enfin, il vient d'atteindre le niveau mondial avec son dernier combat. Mais c'est vrai que pour moi, sur 2023-2024, les 4 superstars du Japon, c'est les frères Inoue, surtout Naoya, Nakatani et Kenshiro Telaji. Telaji, il est dans toutes les plus grosses soirées qui se passent au Japon. C'est vrai qu'Yoka fait un peu cavalier seul par rapport à ça. C'est vrai. Même si c'est un type qui avait aussi. Ouais, Kazuto Yoka, c'est assez terrible. Après, je crois qu'Yoka, c'est un mec d'Osaka et que tous les autres, ils affrontent. Enfin, ils sont localisés à Tokyo, donc je crois qu'il y a aussi un peu cette équipe Osaka versus. C'est possible. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vraiment Telaji, un très très bon combattant. Ouais, super. Ouais, et franchement, j'en fais la propagande à chaque occasion, mais c'est un scandale que Telaji ne soit pas dans le top 10. Et même historiquement, on a vite fait parler du fait que c'était l'un des meilleurs poids mi-mouche de l'histoire. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il passe, donc il chope son titre en 2017. Et à ce moment-là, il me semble, alors pour avoir lu quelques interviews, il aimait toujours pas vraiment la boxe à ce moment-là. Je sais pas trop à quel point tu as entendu parler de ça, mais il s'est mis à aimer la boxe quand il était devenu champion. De base, il voulait faire autre chose, il voulait faire conducteur de bateau. Il lui a dit, si tu réussis en boxe, tu pourras conduire des bateaux. Bon, il a toujours pas conduit des bateaux, à ma connaissance. Et donc, il se met à peu près à aimer la boxe à ce moment-là. Et là, une période jusqu'à sa défaite contre Ibuki, où d'ailleurs, pareil, on oublie, mais il avait le Covid quelques jours avant. Donc, est-ce que ça joue aussi un peu? Bon, voilà. Oui, il fait un run qui est très bon parce qu'il multiplie les défenses de titre. Mais, quelque part, en tout cas, pour moi, il marque pas les esprits de manière impressionnante. Et après sa défaite contre Ibuki, il fait une revanche où il avance sur Ibuki, il reste en face du mec. Iconique. Il a KO, c'est iconique pour moi. À ce moment-là, on se rend pas compte, mais les couilles qu'il faut pour se dire, ok, ce mec m'a arrêté il y a 4 mois, je vais rester en face de lui et je vais lui rendre la monnaie de sa pièce et je vais l'arrêter. Et on le voit, en fait, il savait qu'il se faisait arrêter à ce moment-là, c'est qu'elle était terminée. Donc il a tout misé sur le fait qu'il arrêterait Ibuki, ça a marché. Derrière, il a la volonté d'unifier la catégorie. Il prend Kyoguchi, qui était le numéro 2 directement, il le bat par KO. Numéro 1, c'était le champion ring, Kyoguchi. Ah, il était déjà champion. Ah oui, le Taguchi, il avait la ceinture ring de Taguchi. Donc il devient champion ring. Derrière, il prend
supposément Jonathan Gonzalez, qui était du coup désormais l'autre numéro 2 pour avoir une 3e ceinture. Malheureusement, le combat se fait pas parce que Gonzalez est malade juste avant. Il y a Olas Poaga qui arrive en short notice. Et il À accepte l'époque, la on short sait- notice, hein. il accepte la short notice. Ben, c'est dangereux d'accepter les short notice. C'est très À dangereux. l'époque, Olas Poaga, on ne savait pas trop qui c'est. Maintenant, on sait qui c'est. C'est un teammate de Nakatani, c'est un type qui est devenu champion un an plus tard. Donc c'est un monsieur également. Et derrière, il prend Butler, qui était un ancien gros contender de la KT. Qui était un Champion ancien de champion. division. Il prend Canizales, qui a été challenger, je crois, désormais 2 fois. Honnêtement, il a le niveau pour être champion. D'ailleurs, il s'est fait voler en décembre de manière Ouais, honteuse. complètement. Et derrière, il monte de catégorie parce que les 2 derniers champions qui restent, c'est Nonchinga et Gonzalez. Et Gonzalez dit je veux monter, donc j'abandonne mon titre. Ce qui veut dire un combat où il y a la ceinture vacante et tout, c'est trop long, donc Teraji a la flemme. Et Nonchinga qui fuit. Nonchinga a dit je prends pas le combat. Je veux défendre un peu mon titre, machin. Donc en fait, il avait la volonté de devenir incontesté. Et il s'est barré parce qu'il avait dit à un moment j'en ai marre, je vais être incontesté ou rien. Ce qui nous fait quand même un run de 3 ans. Allez, ouais, c'est ça, 3 ans. Où il est. Est-ce qu'on a vu un run en mini-mouche pareil dans l'histoire? Bon, peut-être, je connais pas tous les runs de 3 ans. J'en mais c'est parle, vraiment génial. Voilà, mais juste pour dire, au moment où sortira cette vidéo, mon épisode de Qui est le GOAT, mon 7e épisode, mon 8e épisode de Qui est le GOAT sera sorti sur les light flyweight. Et pour moi, c'est le plus grand run de l'histoire de la division. Parce que ouais, comme ça, il n'y en a pas un autre qui me vient en tête. Mais d'une densité incomparable. Que ce soit en termes de densité d'adversité ou en termes de densité de combat complètement dingue. Parce que chaque combat de Teraji, comme on l'a dit, c'est un type qui peut rester derrière son jab et tenir 12 rounds. Mais c'est un type, il est japonais, il veut donner du spectacle au spectateur. En plus, on a compris, il aime la castagne, manger, donner, il aime bien. Donc il va au contact en fait. Et donc tous ces combats sont des combats de dingue. Olas Koga, c'était dingue. Butler, c'était dingue. Canizales, c'était dingue. Kyoguchi, c'était dingue. Yabuki, c'était tous les combats derniers qu'il a fait, c'était génial. Rosales, c'était peut-être celui que j'ai le moins aimé de ces 6 derniers combats. Et ça restait un très bon combat. Ça restait un très bon combat et ça restait une masterclass de Teraji. C'était impressionnant. Et donc quand on met tout ça côte à côte, pourquoi ce mec est toujours genre l'éternel 11e ou 12e par J'ai l'impression que lui et Kazuto Yoka, ils sont restés 11-12 chez The Ring pendant 3 ans. Maintenant, Yoka est un peu moins dans la course depuis qu'il a perdu, mais pourquoi ces 2 types-là sont pas rentrés dans le top 10 genre Surtout quand t'as un putain de Jarvanta Davis dans le top. Mais bon. Surtout quand t'as... Bon, voilà. Bon, écoutez, allez, on n'est pas là pour s'énerver, on est là pour parler de trucs qui nous font kiffer. Et donc, toi, comment tu verrais ce combat entre Kenshiro Teraji et Seigo Yoreakui? En fait, je verrais 2 physionomies de combat assez différentes qui va dépendre de est-ce que Teraji décide d'aller à la castagne parce que c'est ce qu'il aime bien, ou est-ce qu'il décide de pas trop prendre de coups parce que il a capté qu'il en prenait trop, qu'il risquait peut-être un monde sans manger une mauvaise et que c'était pas très bon pour sa santé. Et j'arrive vraiment bien à avoir un combat limite en fait un peu chiant où un Teraji peut rester derrière son jab pendant 12 rounds. Enfin, je pense qu'il est pas capable humainement de faire ça pendant 12 rounds parce que ça va le saouler. Mais je pense qu'il est capable de jamais vraiment se faire attraper, de gêner Akui qui est tellement prévisible et qui peut-être manque aussi un peu de ring IQ pour proposer vraiment des solutions face à ça. Donc dans ce cas, ce serait, je pense, une victoire au point ou par arrêt parce qu'il y a un cross qui finit par rentrer d'un peu loin dans les derniers rounds. Soit je vois vraiment une grosse guerre où Teraji décide de rester et on a des gens qui se rendent coup pour coup pendant 12 rounds jusqu'à ce qu'il y en ait qui flanchent. Je pense que celui qui flanchera, ça risque d'être Akui, qui à mon avis a montré moins de solidité et moins de force de frappe que Teraji, moins de vitesse aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment toutes les raisons de penser que Teraji devrait gagner ce combat. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un Akui qui fait la performance de sa vie, qui reste bien dans ses appuis et qui pressure trop. Hein, donc, mais c'est un peu les 2 physionomies que je vois. Quoi. Eh bien, personnellement, si j'étais dans le coin des deux, ouais, de l'un et si j'étais dans le coin de l'un ou l'autre, je mettrais en premier point dans ma stratégie mettre la pression. Parce que je pense que Akui, comme je l'ai dit, il est meilleur en pression, mais il est beaucoup moins bon sous pression. Et Teraji est très bon en pression malgré tout. Et donc, tu n'as pas envie de faire le jeu d'Akui à reculer. Exactement, c'est ça le truc. Donc, pour moi, les deux doivent mettre dans leur game plan numéro 1, pression. Les deux doivent mettre dans leur game plan prendre le leadership au niveau du jab. Pour moi, c'est essentiel. Pour moi, Akui, niveau de stratégie, il doit absolument avoir une priorité défensive pour pas prendre trop de coups, faire venir Teraji à lui. Et quand Teraji arrêtera sa combinaison, il voudra désengager pour reset, contrer, remiser. En fait, faire du catch and pitch, un peu à la Joe Frazier, on va dire. En gros, grosso merdo. Tu penses qu'il devrait bosser au corps? Je pense que ça va être une bonne arme pour Akui. Tout à fait. Il a des moins bonnes jambes. Je pense que c'est surtout qu'il est un peu ouvert, comme on l'a dit, au centre. Je pense que c'est
Tout à fait. Prioriser, justement, ne pas chasser, enfin, ne pas passer son temps à chasser Telaji et faire venir Telaji à lui. Prendre le leadership au niveau du jab, comme je l'ai dit, d'autant que je crois qu'il a une plus grande envergure que Telaji. Est-ce qu'il a la meilleure maîtrise des distances? Je pense pas, mais c'est un pari qu'il est possible de gagner face à Telaji, malgré tout, je pense. Il a 4 cm de plus en allant jouer. Et voilà, je pense qu'un pari de dominer le terrain du jab pour faire venir Telaji à lui, c'est un pari risqué, mais c'est un pari qui peut être gagné. Et de son côté, Telaji, pour moi, lui aussi doit prendre le leadership du jab parce que c'est une grosse faille de AQI. Et justement, pour moi, ce serait presque plus intelligent d'aborder le combat un peu à son antithèse, monter la garde comme il a fait face à Yabuki, donc c'est pour ça que pour moi il peut le faire parce qu'il y a un précédent dans son rematch face à Yabuki. Monter la garde, mettre la pression, travailler du jab et rester dans l'inside game. Parce que malgré tout, AQI, je le trouve bon plutôt bon à longue distance, plutôt bon à mi-distance, mais au corps à corps, vraiment à courte distance, je pense que Telaji est meilleur. Même en termes de responsabilité défensive, je pense que Telaji est meilleur à cette distance-là. Et à mi-distance, ça se vaut. Donc pour moi, stratégiquement, Telaji a tous les avantages à mettre la pression. Ouais, et c'est vrai que c'est pas forcément un truc auquel j'ai pensé. Enfin, je suis pas sûr que le combat se fera comme ça, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment dans le style que Telaji choisira d'adopter comme stratégie. Mais je pense vraiment qu'en effet, ça peut être un truc qui est pas mal, parce qu'on a rarement vu Akui mis sous pression, avec un type qui punch et qui essaie de le faire reculer. Et en effet, ça vaut le coup, au moins dans les premiers rounds, de tester pour voir ce que ça vaut Akui dans ces conditions. Voilà. Et après, peut-être justement alterner les moments où il met une grosse pression pour rester pour que Akui, faire en sorte que Akui reste, mettre Akui mal à l'aise, et pourquoi pas que ce soit Akui qui désengage et que Telaji, justement, quand Akui désengage, reprenne sa distance et travaille du jab et bosse en in and out, en déplacement latéraux, etc. Alterner les deux, je pense que c'est un truc qui peut vraiment être pertinent. Et tu vois malgré tout Akui réussir à proposer un truc vraiment contre Telaji. Parce que tu vois, même en termes de. Je parlais de ring IQ, en fait, je trouve qu'il est limité dans ce qu'il propose. Et je suis vraiment pas sûr qu'il serait capable de s'adapter à là où Telaji il est beaucoup moins. On a dit qu'il pouvait jabber en se déplaçant, qu'il pouvait rentrer dedans, qu'il pouvait rester en ligne. C'est un type qui peut faire beaucoup plus de choses et a beaucoup plus adapté de stratégie. Ouais, donc tu vois vraiment Akui réussir à gêner un peu malgré tout Telaji. Je peux le voir parce que Akui, il a une intelligence de boxe au niveau de ses fondamentaux. C'est une des grandes forces. Sa shot selection est vraiment très intelligente. Mais le truc, c'est que le ring IQ, le fight IQ, c'est pas juste l'intelligence technique. C'est aussi et même surtout la gestion d'un combat. Et sur ce point-là, Telaji lui met une vue. Mais il n'y a pas match sur ce terrain-là. Et donc, je trouve que c'est une bonne transition pour parler un peu parler de nos pronostics. Et avant de nous lancer sur les pronostics, j'aimerais faire un petit point sur les codes de paris, parce que je trouve que c'est très intéressant à analyser. Et actuellement, sur Unibet, c'est un site de paris plutôt européen, Telaji est très net favori à 1,19 et Segua Yuriakui est underdog à 3,80. Ce qui nous fait une cote genre de environ 1,4, un truc comme ça. Effectivement, c'est du 1 sur 4. Non, ouais, effectivement, c'est du 65, c'est du 75-25 en faveur de Telaji. Donc toi, si tu devais faire un pronostat, donc c'est du 60-40, tu le mettrais, ce serait quoi ton pronostat? Je pense que j'aurai à peu près ça. Je pense que j'aurai un tout genre 80-20 pour Telaji. En fait, je peux voir Akui gêner un peu Telaji sur certaines parties du combat. Genre, ça m'étonnerait pas qu'il prenne un moment pendant une minute un bouillon contre des cordes. Ça s'est passé contre Ozales, ça s'est passé contre Koguchi, ça s'est passé contre Yabuki, ça s'est passé contre Canizales. Vraiment, ça serait pas étonnant qu'il fasse un moment attraper. Ce qui serait étonnant, c'est que soit Akui arrive à l'attraper suffisamment pour l'arrêter ou pour rendre craintif Telaji et remporter la majorité des rounds. C'est pas impossible. Et comme en même temps, il vient des flyweights, Telaji vient des light fly. Il pourrait être un peu plus gros. Après, bon, Rosales et le physique, ça n'a pas forcément aidé. Bon, ce serait pas étonnant ce serait pas si étonnant que ça qu'Akui l'emporte. Je pense que genre 20-80, quoi. Ouais. Sur le terrain de la puissance, Telaji, c'est un gars qui cutait comme un enculé pour faire les light flyweight. Impressionnant. Et le physique, moi j'étais persuadé, à l'approche de son combat face à Kyoguchi, j'étais persuadé que Kyoguchi serait bien plus gros et imposant que Telaji. Ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été l'antithèse même. Après, Kyoguchi venait des minimum weight aussi. C'est vrai, mais c'était lui aussi un gros en strawweight.
Et moi, j'étais persuadé que Kyoguchi serait plus imposant face à Telaji. Et Telaji était 2 fois plus gros que Kyoguchi. Et même là, en flyweight, et même sur les photos à la conférence de presse, Telaji, à côté de AQI, j'ai l'impression qu'il est plus imposant que ce dernier. Oh, putain. Donc, j'ai l'impression, c'est un test à l'œil, ça se trouve, c'est complètement faux, mais c'est une question que je me pose. Et du coup, voilà, personnellement, j'étais complètement d'accord. Avant l'analyse, je voyais très clairement un 80-20 pour AQI. Après l'analyse, je me rapprochais plus d'un 60-40. Je voyais quelques chemins de victoire pour Yuri AQI. Maintenant, ouais, la fin de mon analyse, c'était il y a 2-3 jours. Maintenant, ouais, je serais sur un 75. Je serais sur un 70-30. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'expérience que Telaji a. Et bon, forcément, à force de récupérer de l'expérience, il y a un moment où tu finis par vieillir et machin. On l'a vu contre Rosales et je l'ai pas trouvé vieux contre Rosales. Donc j'ai l'impression qu'il est dans la période de sa carrière où il a juste plein d'expérience et pas encore l'inconvénient de vieillir. Donc il y a ça aussi, je pense qu'Aku, il en a moins. Il a affronté des gens qui étaient. Alors, il a affronté des très bons adversaires en début de carrière, mais qui étaient eux aussi assez inexpérimentés. Donc il a affronté Yabuki à l'époque et Nakatani à l'époque. Enfin, même ça pointe du côté de Telaji en fait. Puis, si on est un peu raisonnable, on a une superstar contre un type qui a une ceinture depuis 1 an et demi, qui a défendu contre pas les meilleurs challengers, des bons challengers, attention, mais pas à peine 1 an et demi. Donc, vraiment, moins d'1 an et demi, hein, ça fait même pas 1 an et 2 mois, quoi. Il l'a pris en janvier 2024. Là, on est en mars 2025. Je dirais que si je regardais, je sais pas trop ce que ça vaut, parce que c'est un peu du feeling, mais si dans 10 ans, je me baladais sur le palmarès de Telaji et d'Akui, et que je voyais qu'à ce moment-là de la carrière, Akui a battu Telaji, je ferais « Oh, étonnant !» Donc c'est aussi un peu ça qui me fait dire que le momentum n'est pas trop dans le camp d'Akui, quoi. Mais effectivement, moi je mettrais un peu plus de chance du côté de AQI. Je dirais entre 65-35 et 70-30. Mais ouais, la cote me paraît vraiment, vraiment logique. Je suis assez d'accord. Et juste il y avait un point auquel j'avais pas du tout pensé, et juste en réfléchissant, là, ça m'est venu. En fait, je trouve que c'est une force des deux. Je trouve que ce sont 2 mecs qui ont un très, très grand sang-froid, qui savent très bien prendre du recul sur la situation et pas céder à leurs émotions. Je suis d'accord. Des 2 côtés, c'est une très, très grosse force. Et du coup, pour partir un peu sur la terrain du pronostic, toi, quel serait ton pronostic du cœur et quel serait ton pronostic de la tête? J'aime bien fonctionner comme ça. Pronostic de la tête, je pense que je vois Akui se faire arrêter en deuxième partie de combat. Round exact, je sais pas, entre 10, 11, enfin entre 7 et 11, donc peut-être autour du 10e. Pronostic du cœur, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. J'aime bien Akui quand même. C'est un type, je sais pas à quel point t'as vu, après sa victoire contre Kurahara, il y a ses filles qui sont arrivées sur le ring et tout, il était trop heureux. Moi, j'aime bien Akui, ça me ferait quand même du mal de le voir vraiment perdre de manière méchante. J'aimerais bien genre un petit arrêt gentil au round 5, histoire qu'il ait quand même le temps de faire des trucs. Puis il se prend une petite droite, il tombe, l'arbitre l'arrête, voilà, comme ça il n'est pas blessé, tout va bien. Telaji gagne, on est content. Et puis quand même, il a pu montrer des trucs pendant 5 rounds, il n'a pas été ridicule. Et puis on peut le remettre sur des cartes plus tard, quoi. Tout le monde va bien, moi, je suis heureux. mais je pense que Telaji va l'arrêter en 10, 11 rounds, un truc comme ça. Ouais. C'est pareil, je veux une victoire de Telaji, ça c'est une évidence. Ouais, Telaji, c'est un de mes boxeurs favoris à l'heure actuelle. S'il est pas top 3, il est au moins top 5 de mes boxeurs favoris actuels. Voilà, j'adore ce mec, j'adore son style, etc. J'ai moins d'atomes crochus avec AQI. Ouais, il y a quelques combats qui sont plaisants, mais ouais, je suis moins réceptif à son style. Donc voilà, mon pronostic du cœur, c'est clairement une victoire de Telaji, par stoppage également. Prono de la tête, c'est généralement là où je m'expose un peu, et c'est généralement là où je me plante. Donc, après, en vrai, on n'est pas des devins. Enfin. C'est ça, mais ouais. Mais ouais, pareil, je vois plus un arrêt, mais pas un clean knockout, malgré tout. Non, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a toujours ce petit facteur X de la vraie capacité d'encaissement de la QI, mais c'est vrai qu'avec les éléments qu'on a à l'heure actuelle, je verrais plus un Telaji entre le 8e et le 11e, et plus un referee stoppage ou un doctor stoppage. Je suis d'accord. Enfin, j'ai vraiment du mal à imaginer Akui les bras en croix par terre, qui s'évanouit pendant 1 minute. Plus, il se prend une droite, il commence à reculer, il s'en prend 3 autres, il vacille un peu, l'arbitre fait allez, vas-y, c'est bon. Ouais, ou un body shot stoppage sur 3 knockdowns sur des body shots, ça me paraît aussi. Non, tu penses que Telaji peut body shot Moi, je vois Telaji a vraiment un la très droite bon en travail ligne au ou un corps. crochet, quoi.
C'est vrai, mais C'est vrai. Teladji a un excellent travail au corps quand même, hein. C'est vrai. Face à Yabuki, c'est comme ça qu'ils trouvent la solution dans leur premier combat. C'est comme ça qu'ils trouvent un C'est peu la vrai. solution au 8e, 9e et 10e round. C'est sur le travail au corps. C'est vrai. Face à Olasco Aga, son travail au corps est excellentissime. Face à Canizailes, son travail au corps, il est digne des plus grands. Et dans son C'est ça. premier règne de champion, il y a plusieurs stoppages sur de solides coups au corps. Milan Metindo, je sais plus comment il s'appelle exactement, l'ancien champion IBF Light Flyweight. Melindo, Si ouais, je me Melindo. souviens bien, ouais, Melindo, et si je me souviens bien, il l'arrête sur des body shots également. Donc, ouais, son travail au corps, je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas aussi bon que celui d'Inoue, mais il reste quand même vraiment, vraiment excellent. Donc, ouais, je Ok, peux donc ouais, aussi donc voir test des ça. body shots. Mais ouais, c'est ça. Donc, bon, donc entre le pronostic de la tête, ce sera aussi Teladji. Ouais, Teladji TKO entre le 8e et le 11e. Voilà. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce combat. Tu veux parler éventuellement un peu de la suite pour les deux ou tu réserves ça, t'as pas trop envie de te mouiller Pour l'instant, avant de te projeter? ça me paraît pas pertinent de faire ça dans une preview, personnellement. Comme tu le sens, encore une fois, comme tu le sens. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci, Louis, de m'avoir accompagné pendant cette vidéo. C'était un immense kiff. Merci à toi de m'avoir invité. Regardez le combat, c'est jeudi 13, ça devrait être autour de jeudi 13 à midi. Je pense que c'est une soirée de top rank, donc légalement, ça va être par RMC Sport en France, je pense. Sinon, vous faites comme vous Théoriquement. voulez. Nous ne sommes pas là pour vous dire quoi faire, mais Voilà. mais Et voilà, comme si vous voulez d'habitude, moi, regarder. comme d'habitude, moi, je serai au boulot, donc je pourrais pas regarder. Oh Chier. non. Dégoûté. Mais en tout cas, voilà, non, voilà, j'en parlerai dans mon live du dimanche. Donc, voilà, j'essaierai de voir le combat entre temps. Normalement, je devrais y arriver. Mais donc, voilà. Eh bien, Et donc, écoutez, c'est j'espère qu'il n'y là-dessus a pas qu'on de va conclure blessure. cette. Oh là là. J'espère. Oh putain, ce serait horrible. Ce serait vraiment horrible. Bon, enfin bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la même éternelle chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne YouTube vous plaît, l'abonnement. N'hésitez pas à aller follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains reviews de Classics et pouvoir les suivre en direct. Et en tout cas, nous, on vous dit à très bientôt et salut!